Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Les habitants de Nkanjok, dans le département d'Unkam, région du littoral, dénoncent l'abandon du chantier de construction de la sous-préfecture de la localité. Inscrit au journal des projets de 2017, le marché de 46 millions de francs CFA a été attribué à un prestataire qui a démarré les travaux pour une durée de 3 mois. Mais de 2017 à ce jour, cela fait 9 ans que les services de la sous-préfecture sont logés dans les locaux d'un particulier. Nkanjok n'est pas un cas isolé, il faut le préciser. Plusieurs marchés d'entretien et de réhabilitation de nombreux édifices publics en délabrement très avancé n'évoluent pas alors que les budgets sont décaissés chaque année. Qu'est-ce qui explique ces multiples marchés à l'abandon et la négligence des édifices publics abritant les services administratifs? Comment comprendre cette insouciance de l'État à prendre soin de ses propriétés? On aura les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, le procès en appel de l'affaire Diane Yango s'est ouvert ce mercredi devant la cour d'appel du littoral à Douala. Toutefois, l'audience a été renvoyée au 18 juin 2025. Le juge a remis en cause la légitimité de Tchundo Devaloir en tant que chef de famille et tuteur légal de feu Diane Yango. Une autre raison de ce report réside dans l'absence d'Éric Bekobe, l'époux de la défunte accusée de coups mortels. Jérès Azangué et Fondrené Marquez étaient présents ce mercredi à l'audience. The first hearing of the Diane Yango case, which opened at the Littoral Court of Appeal, was adjourned to June 18, 2025. According to Charlotte Chakunte, the lawyer of the late Diane Yango's family, the case was postponed to give the family ample time to establish a list of witnesses and for the late Yango's family to provide proof of their relationship. To call for the man to allow to the husband to come to the court. And they said that the man was not informed. But the court says that he did everything for him to know that the matter will be called to the court today. So I don't know what happened. And the second reason was to prepare the list of those who are going to testify about what happened before until Jan died like that. And the third reason was for the regularization. Yes, so for the quality of the family, the member of family who are coming to the court, because they have to, they need a document who prove that they are in relationship with the family. The accused, Eric Bekobe, who is also the husband of the late Diane Yango, was absent from court despite being served a summons. L'accusé n'est pas là parce que quand on faisait l'appel, il n'a pas répondu parce qu'il y a plus de 5000 personnes en prison. Donc, quand on est passé faire la liste des personnes qui doivent venir au tribunal, il n'a pas répondu. Maintenant, pourquoi n'a-t-il pas répondu? Je ne sais pas. Était-il en prison, ni était-il pas? Je n'en sais rien. Given the current situation, Barrister Chakunte is urging the family of the late Yango to come together and appoint a family representative. C'est vrai que c'est assez délicat parce que Diane est morte, mais on n'a pas fait de jugement d'hérédité. Les deux parents sont décédés, il n'y a pas de jugement d'hérédité. Et faire maintenant un conseil de famille alors que le père est vivant, parce qu'en principe, selon la loi, lorsque l'un des deux parents décède, la garde revient systématiquement à l'autre parent, au parent qui est vivant. Et ce parent étant, dans le cas d'espèce, en prison, il y a un problème. Normalement, on devait rassembler les membres des deux familles. Before the next hearing, family members led by Tchundo Devaloir plan to hold an enlarged meeting to resolve the issue of who is competent to represent the family. Ce mercredi également, les candidats au probatoire et baccalauréat de l'enseignement technique ont rejoint les différents sous-centres d'examen pour les premières épreuves pratiques chez certains et écrites chez d'autres. Au lycée technique de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, du baccalauréat SCT au probatoire industriel, un seul candidat a manqué à l'appel sur les 1740 attendus. Nos reporters, Franck Durocta-Sonquin et Loïc Teguia, reviennent de quelques sous-centres d'examen. Reportage. Au lycée technique de Bafoussam, encore appelé lycée de Canada, sous-centre écrit des examens officiels, probatoire et baccalauréat de l'enseignement technique.
Les premières épreuves de la session se déroulent. Baccalauréat technique industriel, au programme les épreuves de français et d'anglais. Moral très haut, très haut. Je suis calme, conscient de ce que je suis sur le point de faire et je pense que tout ira bien. Je suis plutôt rassurée en fait parce que j'ai bien révisé, je me suis bien préparée, le moral est bon. J'espère bien affronter les épreuves. Les candidats au probatoire industriel qui affrontent l'épreuve d'informatique se montrent optimistes. C'est que le moral est bon pour l'instant. Vu qu'on commence aujourd'hui, je crois qu'on peut affronter, on peut tenir en fait. On a embauché toute l'année et on attend seulement de voir les épreuves. Et le maximum, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, on va aller écrire ce que les enseignants nous ont appris pendant 9 mois. Bon, ce qui vient est venu. Donc, on va se battre sur tous les plans. Donc, ce qui vient, on va se battre à avoir plus de 10 comme Madame le ministre l'a si bien dit. Dans l'ensemble, selon le chef du sous-centre d'examen, 1740 candidats, au probatoire et baccalauréat confondus, étaient attendus ce matin. Seul un candidat a manqué à l'appel. Les examens de la session 2025 ont effectivement commencé dans le centre du lycée technique de Bafoussam ce matin, avec le bac STT et les probatoires industriels. Le bac STT, pour sa part, est en train de faire l'écrit. Et le probatoire F sont dans la phase pratique. Ce matin, il commence par l'informatique. En session STT, on attendait 156 candidats. Pour le moment, nous avons eu 155. Il y a un candidat qui est absent et depuis pratiquement 2 mois. Pour les probatoires F, nous avons 1585 candidats. Le bal des examens officiels s'ouvre ainsi au secondaire. Les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général descendent dans l'arène le 26 mai prochain. Et dans le SNJC, on prône une presse de qualité qui passe par de meilleures conditions de travail de tous les acteurs de la chaîne. Un projet bien inscrit dans l'agenda des différents prétendants au poste de président du syndicat national des journalistes faction du littoral. Ces derniers multiplient des stratégies pour obtenir la voix de maximum de délégués le 24 mai prochain, jour de l'Assemblée générale élective. Julien Atada et Olivier Fotso. Didier Ndengue, c'est 15 ans d'expérience de journalisme et 13 ans en tant que membre du syndicat national des journalistes du Cameroun. Yannick Bezon, pour sa part, exerce et milite depuis 2019. C'est donc en connaissance de l'organisation syndicale et toutes ses limites au Cameroun que les deux protagonistes ont élaboré leur programme. Dans notre projet, nous proposons une transparence dans la gestion de la section régionale du SNJC dans notre région. Alors, ce que nous proposons est clair et simple, c'est agir pour nos conditions et surtout défendre notre profession. Le littoral, c'est 4 départements dans lesquels exercent des journalistes dont les difficultés et les besoins sont disparates. Un problème pris à bras le corps. Nous avons pensé à mettre sur pied un site internet. Le site internet, c'est le site de l'équipe Ndengue qui va diriger le syndicat dans la région du littoral durant les 2 prochaines années. Et sur cette plateforme, vous aurez toutes les actualités. Susciter l'engagement des confrères reste en première ligne des différents projets. On comprend ce que les confrères endurent, on connaît leurs difficultés et depuis que nous avons lancé la campagne, nous sommes allés vers eux pour mener des consultations afin de comprendre leurs préoccupations, leurs attentes et surtout leurs peurs, leurs frustrations pour pouvoir mieux moduler ou tout au moins mieux mettre sur pied un projet qui va véritablement répondre à leurs attentes. En attendant, les différents candidats poursuivent la campagne au sein des rédactions de la région. C'est celui qui aura tenu le discours de la raison et du cœur qui sera plébiscité au soir du 24 mai prochain, assurément. Minute présidentielle. Les minutes présidentielles de ce mercredi s'intéressent à la convocation du corps électoral. L'inscription sur les listes électorales, la préparation des bureaux de vote et la désignation des membres de la commission locale, tout cela se fait en attendant le coup d'envoi pour l'élection, qu'elle soit présidentielle ou locale.
La date du déroulement doit être fixée par le seul qui bénéficie du pouvoir de le faire, à savoir convoquer le corps électoral. Roland Tapi nous en dit plus à la lumière du code électoral. La convocation du corps électoral, c'est ainsi qu'on appelle le rendez-vous donné aux électeurs pour voter effectivement. Ce rendez-vous fixe la date et l'heure du scrutin. En un seul article, le code électoral règle le problème de ce rendez-vous. Article 86.1. Le corps électoral est convoqué par décret du président de la République. 2. L'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours au moins. 3. Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il ne peut durer qu'un jour. 4. Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Plus loin, l'article 116 alinéa 3 indique que l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Dans le cas d'espèce, comme le président de la République en exercice Paul Biya a prêté le serment le 6 novembre 2018, son mandat s'achève le 5 novembre 2025 au soir. Suivant les délais fixés par le code électoral, il peut décider que la prochaine élection aura lieu à la borne supérieure de l'intervalle, soit 50 jours avant la fin de son mandat, c'est-à-dire le 16 septembre. Dans ce cas, il doit convoquer le corps électoral 90 jours avant, à savoir le 20 juin. Il peut aussi décider qu'elle aura lieu à la borne inférieure, soit 20 jours avant l'expiration de son mandat. Dans ce cas, 30 jours supplémentaires sont ajoutés aux dates ci-dessus pour avoir la limite de la date des élections et celle de la convocation, à savoir le 16 octobre pour l'élection et le 20 juillet pour la convocation. Ces dates constituent bien entendu des bornes, mais à l'intérieur, il peut aussi manœuvrer, car quand la loi dit 20 jours au moins et 50 jours au plus, cela veut dire que dans l'intervalle, il peut choisir n'importe quelle date, que la décision restera conforme à la loi. Donc, la prochaine élection présidentielle peut avoir lieu le 12 octobre. Non seulement c'est un dimanche comme l'exige la loi, mais aussi elle est proche du 10, date autour de laquelle les élections présidentielles ont toujours eu lieu au Cameroun, à savoir le 9, le 10 ou le 11 octobre. Il faut préciser que les données changent s'il y a vacances au pouvoir. D'après l'article 6 alinéa 4 de la Constitution, je cite, « En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. » Fin de citation. Minute présidentielle. Dans le reste de l'actualité, l'Agence française de développement prévoit d'augmenter ses investissements en 2025 en raison de l'urgence climatique et économique. L'année 2024, l'AFD a alloué 713 millions d'euros à l'Afrique centrale, dont 34% destinés au Cameroun pour financer des infrastructures clés. Mais question, comment garantir que ces fonds soient gérés avec rigueur et transparence? Les précisions de Sébastien Oyébé. Le 16 mai dernier, dans la ville de Yaoundé, l'Agence française de développement a annoncé avoir mobilisé 713 millions d'euros en 2024 pour les projets structurants en Afrique centrale. Le Cameroun étant le principal bénéficiaire avec 1,2 milliard d'euros du portefeuille régional réparti sur 64 projets. Qu'on a octroyé, qu'on prévoit de signer bientôt, qui est un prêt aux villes de Yaoundé et de Douala. C'est 150 millions d'euros pour lutter contre les inondations. Ça, c'est le gros bloc. Et puis, il y a eu un financement pour l'entrepreneuriat en zone dans le septentrion et dans l'est. Parmi les projets phares, la lutte contre les inondations à Yaoundé et à Douala, le barrage de Nastigal ou encore la modernisation des infrastructures urbaines. Et pour 2025, on est en train de préparer un projet de réhabilitation de la route nationale Yaoundé-Douala. Et puis, on prépare des projets qui étaient déjà identifiés sur C2D, donc un appui budgétaire au ministère de l'Éducation, un appui budgétaire au ministère de la Santé. On prépare aussi un projet d'appui aux mines d'Evel pour soutenir la décentralisation. Dans la mise en œuvre de ces projets, la traçabilité des fonds est une priorité pour l'Agence française de développement. On a une trentaine de missions qui viennent par an, qui vont sur le terrain effectivement voir l'avancée des projets. Moi-même, je me déplace régulièrement, alors j'ai moins le regard technique. À l'issue des audits, on voit les dépenses qui correspondent effectivement à ce qui a été convenu.
et ce qui ne correspond pas. Et des fois, on demande à avoir des remboursements. Et peut-être préciser aussi que chaque fois qu'on a des plaintes, on les étudie sur l'éventuelle mauvaise utilisation des fonds. Le groupe AFD, à travers ses entités Proparco et Expertise France, confirme ainsi son engagement en faveur d'un développement durable, transparent et inclusif. Et sur des questions environnementales, cette fois, au moins 100 racines de mangroves artificielles seront plantées sur l'île de Manoka, dans l'arrondissement de Douala 6e. L'initiative portée par la mairie et ses partenaires part du constat selon lequel seules 27 îles sur les 32 que compte la région sont habitables, mais font face à des menaces d'érosion constante et de fortes marées. Selon ces acteurs, le projet devrait fournir au moins 100 emplois aux habitants de la localité Giresse-Azangué et Fondre-les-Marquaises. In an effort to prevent the disappearance of some islands in the Douala 6 subdivision, plans are on the way to construct artificial mangrove roads that will reduce high water tides and erosion, which are a menace to these islands. La méthode route, c'est une méthode innovante qui s'inspire des racines de mangrove. Mais nous nous faisons des racines artificielles et à partir de ces racines artificielles, nous faisons ce qu'on appelle du piégeage du sédiment pour réduire les courants dans la zone qui a été dégradée. Et à partir de cette zone dégradée, les mangroves qui sont en arrière de la zone vont favoriser la génération des mangroves dans la zone qu'on souhaite dégrader. According to the mayor of Manoka, Enes Edimo, this project is timely, given that out of the 32 islands, only 27 are habitable, and these are eroding due to high tides and deforestation. Nous avons les problèmes d'érosion au niveau des îles de Manoka. Il y en a 32, 27 habitées, et ces 27 îles sont vraiment atteintes de l'érosion. Alors le début au chef-lieu permet à ce que toutes les autorités, que ce soit le sous-préfet, les communautés villageoises, que nous veillons pour que ces travaux aillent bien et pour que dans le futur, on puisse tendre la main que cela aille ailleurs. Residents and researchers in Manoka say the most affected island is Cap Cameroon, which experiences severe erosion annually. Globalement, à Manoka, on a une érosion qui tourne autour de 1 à 2 mètres par an, mais la zone la plus menacée, c'est la côte de Cap Cameroun. Au niveau de la pointe de Cap Cameroun, nous avons une érosion de plus de 25 mètres par an. Et nous avons choisi de commencer par la zone de Manoka pour gagner en expérience, pour aller affronter le village de Cap Cameroun. Cap Cameroun, tout le monde connaît l'histoire, que c'est grâce à cet endroit, à cause de la quantité importante de crevettes, que les Portugais avaient baptisé Rio dos Camaroes. Et aujourd'hui, si Cap Cameroun disparaissait, c'est une partie de l'histoire du Cameroun qui disparaît. During a recent ceremony organized by the Douala City Council to unveil the plan to curtail erosion and water tides, it was revealed that at least 100 people will gain employment through this project. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Où sont passés les 46 millions de francs CFA du marché de construction de la sous-préfecture de Nkonjok dans le département d'Unkam? 9 ans après l'arrêt des travaux, la bâtisse est dans la broussaille et le site destiné aux cultures. Les habitants de cette localité se plaignent de ce scandale inexpliqué et surtout du transfert des bureaux du sous-préfet et de ses collaborateurs dans les locaux de la défunte Société de développement d'Unkam. Le cas de Nkonjok met à nu tous les chantiers abandonnés et d'autres marchés fictifs non livrés mais réceptionnés et payés au ministère des Finances. À cela, il faut ajouter la négligence des édifices publics. Pourtant, les budgets pour la réhabilitation et l'entretien sont débloqués chaque année. Qu'est-ce qui peut justifier cette dilapidation des fonds publics et la négligence du patrimoine immobilier de l'État? À qui profite cette gabégie? La lecture de Jean-Paul Chuniat. Inscrit au budget d'investissement public de l'exercice budgétaire 2017, le chantier de construction de la sous-préfecture de Nkonjok avait pourtant bien démarré, mais il est à l'arrêt depuis des années, envahi par la broussaille, à la grande désolation des habitants de cette unité administrative.
Les sous-préfets successifs affectés en Kondiok dans le CAM s'attendaient à tout, sauf voir un édifice moderne dans les airs, les obligeant d'aller squatter les vieux locaux de la défunte Société de développement du CAM. Sans l'assaut d'un CAM construit à l'époque sous le président Amadou Ahidjo, les sous-préfets et leurs collaborateurs seraient des sans-abri, errant de maison en maison pour trouver un cadre de travail et offrir le service public aux usagers. Le marché de 46 millions de francs CFA a été attribué à une entreprise adjudicataire pour une période de 3 mois élastiques depuis 9 ans, après avoir tout arrêté sans explication des autorités contractantes à la population en lamentation en attente de sa sous-préfecture. Voilà presque une décennie. La sous-préfecture de Nkondiok n'est pas un cas isolé. De nombreux marchés publics dans plusieurs localités du pays sont à l'abandon. Certains n'ont jamais vu la pose d'un seul parpaing avant d'être abandonnés. Pourtant écrit en noir sur blanc sur le journal des projets. La grande curiosité dans l'affaire. Ces ouvrages attendus ont déjà été validés par des missions de contrôle, réceptionnés par les commissions de passation des marchés publics, livrés sur procès verbal et payés par le ministère des Finances. Au pire, on aurait laissé passer cette mauvaise pratique, comme c'est souvent le cas pour certains projets de construction de points d'adduction en eau potable, d'électrification des villages, au bitumage des routes, abandonnés ou non réalisés et les fonds détournés, comme de coutume. Mais abandonner et négliger un bien de l'État, de surcroît un édifice abritant le bureau où est censé travailler le représentant de Paul Biya, c'est bien cette insouciance du gouvernement de la République et des pouvoirs publics qui inquiète. Au-delà du manque de suivi des ouvrages en construction de l'État, il y a la réhabilitation et l'entretien des édifices publics, dont les dotations financières figurent pourtant dans le journal des projets. Mais rien n'est fait. Conséquence, les sous-préfectures, préfectures, unités de police et gendarmerie, services déconcentrés des ministères dans les villes et localités de l'arrière-pays sont de lugubres bâtiments, au visage hideux et bureaux inconfortables pour les agents publics qui y travaillent. Où vont les budgets d'entretien de tous ces édifices ? Et la gestion du patrimoine de l'État nous préoccupe ce soir. Pour en parler, Charles-Élie Zanzan, grand conseiller à la communauté urbaine de Douala en politique, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, merci d'être avec nous. Madame Ayo, bonsoir. Bonsoir à vos co-intervenants et bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Bonsoir Roland Tiapi. Bonsoir Claude. Éditorialiste à Balafon Média. Le prétexte de cette émission ce soir, c'est la sortie hier des populations de Nkondiok qui dénonce l'arrêt des travaux de construction depuis 9 ans déjà de la sous-préfecture de cette localité-là. Peut-être avant d'aller dans les détails, comprendre pourquoi les travaux n'avancent pas. Est-ce que vous, Charles-Élie Zanzan, vous comprenez un peu la sortie des populations? Est-ce qu'elles se mettent peut-être pas ou peut-être oui à la place du sous-préfet qui, jusqu'à présent, n'a pas un cadre idéal pour travailler dans la localité? Permettez-moi d'abord de dire bonsoir à ces vaillantes populations de Kondiok. Bonsoir à ces populations de Kondiok et à toutes les populations du littoral. Et leur dire que les souffrances qu'elles ont vont bientôt se terminer. Et madame, je vous le dis très sincèrement, il y a une nouvelle vague de jeunes qui arrivent et qui a décidé de prendre les choses en main. De faire secouer le cocotier pour que tout ce qui tombera avec le coco, mûr ou pas mûr, soit pour que tout le monde puisse s'abreuver. Mais ce bientôt, on le dit depuis. Bientôt, à quelle échéance? Ce sont les hommes politiques qui vous le disaient. Là, maintenant, c'est lui qui vous parle. Okay. C'est lui qui vous parle. Et vous savez, j'ai souvent l'habitude de vous dire que je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Les populations de Kondiok ont tout le droit. Elles ont eu raison de sortir, manifester. Parce qu'il est quand même inconcevable dans cette République qu'il y ait de l'argent qui soit déjà débloqué pour un projet et que ce projet ne soit pas allé à son terme. Si tant est-il que c'est vrai que tout l'argent a été débloqué. Nous avons là 3 cas de figure, madame. Premièrement, nous sommes d'abord nous-mêmes, les Camerounais, dans notre nationalisme, qui avons demandé à ce que tout ce qu'il y a comme projet de construction des bâtiments et des infrastructures publiques soit remis sur ces projets-là aux nationaux, qui ont des établissements, qui ont des structures qui font dans la prestation et les marchés publics. Mais la réalité est que plusieurs d'entre nous, nous les Camerounais qui le faisons, n'avons pas la surface financière nécessaire pour le faire. Écoutez-moi très bien. De 2, vous avez un autre souci, madame, le copinage. Vous avez ceux qui attribuent les marchés, qui les attribuent aux entreprises qui n'ont pas peut-être la capacité de pouvoir faire le marché. Et enfin, vous avez dans notre monde de la corruption ce petit clientélisme qui fait en sorte que ceux qui gagnent les marchés
ne puisse pas arriver en terme parce qu'il y a le processus de rétro-commission. Quoi qu'il en soit, madame, vous verrez que si l'argent a été bel et bien débloqué, comme cela est dit, et que le marché a été arrêté, il faut plutôt qu'on regarde du côté de celui qui a gagné le marché et de celui qui a attribué le marché. Le blocus serait quelque part là que celui qui a gagné le marché n'avait peut-être pas la capacité nécessaire de voir. Vous savez, quand on gagne un marché, il faut d'abord le préfinancer. Oui. Il faut aller vers une structure financière qui va vous accompagner. Et généralement, au niveau de cette structure financière, il est toujours dit que l'État, puisque quand c'est un projet public, l'État traîne avec la loi des finances qui voudrait que les comptes aillent d'abord au trésor, ceci entraînant, ça fait que les structures financières, les microfinances généralement, n'accompagnent pas les sous-traitants des marchés publics. Enfin, c'est plus d'entreprises publiques, et certaines, qui, lorsque vous avez un marché là-bas, vous permettent d'avoir de l'argent facilement dans une banque, vous réalisez, et bien le paiement se fait de manière rapide. Mais ça, ce n'est pas la procédure appliquée lorsque le marché s'étend sur une certaine durée. Parce que là, on parle d'un marché de construction, d'un projet de construction qui devait durer 3 mois. Oui. Mais on est à 9 ans. Ça veut dire, il faut donc regarder pourquoi. D'abord, qui a gagné le marché? Il l'a gagné comment? Est-ce que celui qui a gagné le marché a eu l'argent? Puisque quand on gagne le marché, c'est un document qu'on vous donne. Une bonne commande. Et c'est avec ce document que vous allez auprès des bailleurs de fonds avoir de l'argent. Mais il y a quand même une réalité qui voudrait que l'État, étant un payeur plus ou moins lent, étant un payeur plus ou moins mauvais, les structures financières n'acceptent pas toujours, ipso facto, et de manière rapide, d'accompagner ces prestataires. Et vous verrez que le prestataire lasse d'attendre l'argent qu'on va préférer déclarer. Et puis vous avez 9 ans. Comme ça, 9 ans. Donc ce qu'il faut maintenant faire, c'est que l'État, en termes d'État central, doit prendre sur lui de relancer le marché. Par exemple, si l'argent a été débloqué, une partie, de poursuivre en justice ceux qui ont reçu cet argent, mais si l'argent n'a pas été débloqué, pour que le paiement se passe après, que l'État prenne en charge lui-même de prendre un prestataire, de passer à un gré à gré. C'est l'État qui peut le plus, peut le moins. C'est l'État qui peut donner un gré à gré à une structure et lui donner tous les moyens et qu'en 3 mois, on puisse nous ouvrir la sous-préfecture de Konjok. Déjà que la route Bafoussam-Konjok est annoncée, Bafang-Konjok est annoncée dans la route Bafoussam-Douala avec la levée de 221 millions d'euros qu'il y a eu il y a quelques jours par la Banque mondiale. Donc, on ne peut pas avoir une route qui arrive déjà entre Bafang et Konjok annoncée, et dont les travaux seront lancés dans quelques mois, et que la sous-préfecture de Konjok soit dans cet état. Il faudrait bien que l'État y mette du temps. Et là, je compte sur le gouverneur de la région littorale qui a dit quelque part hier qu'il va y mettre du sien pour que ce chantier soit reparti de zéro. Mais évidemment, il faut qu'on sache qui a gagné le marché, qui l'a attribué. Ce sont des détails importants justement pour se prononcer à propos. Mais quand on examine un peu la sortie de la population, bon, on imagine qu'elle est sortie après que le sous-préfet lui-même se soit senti dépassé par les événements, dépassé par la situation. Sinon, comment comprendre qu'elle fasse cette sortie qui a quand même été suffisamment relayée? On a été rejoint par Carlos Ngoualem, grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, en politique, membre du Fonds pour le changement du Cameroun. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Claude, bonsoir mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Balafon TV. Je voudrais commencer par m'excuser pour mon arrivée tardive sur le plateau. Ce sont pour des raisons indépendantes de ma volonté. J'espère pouvoir participer et donner mon point de vue sur le sujet qui est inscrit à l'ordre du jour. En Konjok, les populations se plaignent de l'arrêt des travaux de construction de la sous-préfecture, des travaux lancés en 2017 qui étaient censés durer 3 mois, mais qui jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, en 2025, n'ont pas été achevés. Le bâtiment construit, en tout cas celui qu'on a à l'image, sert aujourd'hui à l'élevage des poulains, ainsi de suite. Là-bas, on plante toutes sortes d'herbes et autres. Une situation quand même déplorable pour ces populations qui ont fait une sortie. Avant votre arrivée, Charles Elisan était en train d'essayer de nous faire comprendre pourquoi, pour X ou Y raison, un chantier comme celui-là peut ne pas arriver à son terme. Il a évoqué notamment la question du prestataire et celui qui attribue le marché. Mais bon, 9 ans après, est-ce qu'on doit encore se poser ce genre de questions, de votre point de vue? Non, moi je pense que ce qui se passe à Konjok
n'est pas propre à Konjok. Hein. Il y a plusieurs chantiers abandonnés au Cameroun. Donc je pense que c'est une situation qui est devenue pratiquement banale aux yeux des Camerounais, à savoir des chantiers qui sont abandonnés, des entreprises qui sont en incapacité de conduire jusqu'à leur terme les chantiers qui leur sont attribués. Et puis aussi, les services publics qui attribuent les marchés dans des conditions quand même contestables. Parce qu'on a quand même noté beaucoup de corruption dans plusieurs commissions de passation de marchés au Cameroun. Ce qu'il faudrait questionner, ce sont des conditions dans lesquelles ces marchés ont été attribués à ces entreprises. Est-ce que ces entreprises avaient une capacité financière et une capacité technique pour les réaliser? Est-ce que les marchés ont été attribués suivant la procédure des marchés publics au Cameroun? C'est des questions qu'il faut se poser, non seulement pour le chantier qui est abandonné à Konjok, mais également pour plusieurs chantiers qui sont abandonnés à travers la République. Même ici à Douala, il y a des chantiers qui sont abandonnés, c'est-à-dire des chantiers qui sont attribués par la mairie de la ville ou alors par les communes d'arrondissement à des entreprises qui au départ présentent les documents administratifs, c'est-à-dire théoriquement ils présentent les documents qui donnent l'impression qu'ils sont en capacité de conduire les chantiers, mais une fois le marché obtenu, ils n'arrivent pas à le faire. Plusieurs questions sont posées et j'ai eu moi-même à m'interroger auprès de certaines entreprises pour savoir ce qui se passe. Plusieurs d'entre elles posent le problème du paiement des décomptes qui sont déposés au niveau de l'ordonnateur, c'est-à-dire celui qui a attribué les marchés. Ces derniers également disent que le problème se trouve au niveau de la pairie générale, c'est-à-dire au niveau du trésor public du Cameroun. On n'arrive pas à payer les décomptes des prestataires. Le résultat des coûts, c'est que vous allez remarquer que la plupart des marchés, bref, les gros marchés, les marchés les plus importants au Cameroun sont gagnés par des entreprises chinoises. Parce qu'il semble que ce sont les Chinois qui ont les moyens pour construire. On a par exemple discuté ici la dernière fois sur l'éboulement de la falaise des Chang, oui, dont la réfection a été attribuée à une entreprise chinoise. Et on s'est interrogé sur les motivations, alors pour les raisons pour lesquelles les entreprises locales ont été comment j'allais dire, écartées. La raison fondamentale, c'est que le Cameroun ne paye pas. Le trésor public ne paye pas les factures. Il faut expliquer ça aux Camerounais. À un moment donné, il faut reconnaître que nos caisses sont vides. Les entreprises qui travaillent ne sont pas payées parce que l'essentiel du budget de l'État, c'est à autre chose, à financer le train de vie princier de ceux qui sont chargés de le gérer, mais également à financer la guerre. Parce qu'il faut dire que le Cameroun connaît plusieurs crises sur son territoire, à savoir dans le Nozo, dans le septentrion, au niveau de l'Est du Cameroun. C'est là où l'essentiel du budget du Cameroun part. Résultat des courses, les entreprises qui travaillent ne sont pas payées. Maintenant, est-ce que ceci explique cela? Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle un chantier qui a été engagé depuis 9 ans au niveau du département d'Unkam n'est pas réalisé? Moi, je crois que c'est un problème de gouvernance globale des marchés publics au Cameroun. À savoir les conditions d'attribution des marchés, le copinage qui existe entre ceux qui attribuent les marchés et ceux qui reçoivent les marchés, les rétrocommissions qui sont versées à des acteurs et qui fait en sorte qu'à la fin, l'essentiel du budget même qui est utilisé pour réaliser les projets ne suffit même pas pour nous offrir des objets qui sont durables. Nous avons par exemple vu l'état des infrastructures qui sont réalisées et qui se dégradent dans les mois, les semaines suivantes, tout simplement parce que la qualité n'y est pas, parce qu'il y a beaucoup de corruption dans le système des marchés publics au Cameroun. Donc le problème de votre point de vue, Carlos Ngoualem, ce serait la procédure d'attribution des marchés? Je pense qu'il y a la procédure d'attribution de marchés qui n'est pas assez rigoureuse d'un côté, mais de l'autre côté, il y a un problème de ressources financières. L'État du Cameroun ne paye pas ses factures, les décomptes des entreprises ne sont pas payés dans les délais. Si tout cela était donc la raison, Roland Tsapi, comment expliquer que autant d'années soient passées sans qu'on ait dit aux populations pourquoi ça n'avance pas, sans qu'on ait même expliqué au sous-préfet lui-même pourquoi il n'a pas droit à un service bien aménagé, à un bâtiment bien sûr bien aménagé comme on le voit dans d'autres localités? En réalité, les explications qui sont données concernant
les retards de paiement, l'incapacité des prestataires de services à pouvoir, la corruption et tout ça, ce sont des problèmes qui sont connus depuis longtemps. Et s'il y avait une réelle volonté de pouvoir endiguer cela, on l'aurait fait parce qu'effectivement, le Code des marchés publics explique, ou bien indique, précise que pour qu'un marché soit passé, c'est-à-dire qu'avant qu'on signe la lettre commande, il faut qu'il y ait un minimum d'assurance que la commission ait prise pour que des choses comme ça n'arrivent pas. Et ce minimum d'assurance, c'est que d'abord, le prestataire ait une surface financière suffisante. Donc, il n'est pas question que par la suite, on explique que le prestataire n'avait pas de surface financière suffisante. Il faut aussi, toujours dans le code du marché, que l'argent soit disponible. C'est-à-dire que le projet soit maturé et que la commission s'assure que l'argent est disponible avant de signer, là, du côté du payeur, de l'État. Il n'est pas question non plus qu'après on dise qu'on ne trouve pas de l'argent pour... Non. La réalité de ce qui se passe là, parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Il y a le problème des marchés publics, mais il y a surtout, et ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le problème de ce que les édifices publics qui sont en réalité... comment dire, le symbole de l'État à tous les niveaux sont négligés. Il en est de ces bâtiments qui sont abandonnés, il en est de ceux qui existaient déjà, mais qui sont aussi à l'abandon total, c'est-à-dire qui ne sont pas entretenus du tout. Dans le cas d'espèce, c'est quand même aberrant de constater que c'est la sous-préfecture, c'est-à-dire que le lieu d'exercice du représentant du chef de l'État dans cette localité. Le sous-préfet se retrouve sans domicile fixe pour aller louer dans les locaux vétustes d'une entreprise qui a fermé. Par exemple, que fait la tutelle du ministère, la tutelle de cette sous-préfecture? On a vu là dans les documents que le marché a été attribué depuis 2017 pour un délai de 3 mois. Et le maître d'ouvrage, c'était qui? Le préfet du CAM, qui a aussi pour tuteur, je dirais, ou bien pour supérieur hiérarchique, le gouverneur et surtout le MINAT. S'il y avait un tant soit peu de la conscience, de la considération pour les services publics, on n'en serait pas là. Je vous explique pourquoi. Parce que en novembre 2024, le ministère de l'administration territoriale a procédé à la remise des véhicules que lui-même a dit dans les médias, des véhicules dont le montant minimal d'un véhicule devait être dans les 40 millions de francs CFA. Disait-il, pour que les sous-préfets, les préfets, le gouverneur puissent travailler un peu plus allègrement. Des véhicules tout terrain. Comment arrive-t-on à donner des véhicules à un personnel de l'État qui n'a pas où travailler? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce marché des véhicules n'était pas, une fois de plus, une de ces entourloupes entre amis où on devait avoir des rétrocommissions dedans et on avait priorisé cela pour que le marché passe vite? Alors qu'il y a derrière des priorités comme le siège de la sous-préfecture, disons-le ainsi, d'un conjoint qui n'est pas... Je dis que c'est aberrant. Et 2024, on est comme ça entre 2017 et 2024. On était à 8 ans déjà que cette situation perdurait. Ça veut dire que le MINAT, lui-même qui nous dit qu'il connaît tout sur le territoire, ne pouvait pas être ignorant de ce que la situation est catastrophique au niveau d'un conjoint. Ça, c'est même ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on connaît ça justement parce que les populations se sont mises à dénoncer. Et je peux penser que ces populations sont mises à dénoncer parce que le sous-préfet lui-même en a ras le bol. Il aurait sans doute expliqué aux populations que voilà, vous me demandez, je ne peux pas faire le miracle parce que je n'arrive même pas, je n'ai même pas où m'asseoir pour travailler. Et les populations qui ont des problèmes, surtout dans le camp là où il y a beaucoup de problèmes de terrain qu'il faut régler, beaucoup de problèmes de ceci, de cela. Et vous savez que Douala aujourd'hui s'est étendu de telle sorte que quand vous avez traversé quelques kilomètres après Douala 5e, vous êtes déjà dans le camp et que vous avez des problèmes à résoudre, c'est plutôt vers là que vous allez aller. Et donc, ils sont fortement sollicités. Le sous-préfet se trouve dans l'incapacité de travailler parce que n'ayant pas un lieu de service. Pendant ce temps, on est en train de dépenser des centaines de millions de francs CFA pour distribuer, dit-on, des véhicules tout-terrain pour qu'ils travaillent, alors que
une cinquantaine de millions auraient permis tout simplement de mettre cet édifice à niveau et permettre que le représentant du chef de l'État, il faut toujours préciser ça, puisse travailler dans des conditions décentes. Donc, est-ce que ce sont les procédures des marchés qui font problème? Non, du tout, parce que si c'est ça qui faisait problème, entre 2017, 2018, 2019, 2020 ou trop tard, on aurait pu régler cela. On aurait pu régler. Mais ça traîne à longueur. C'est comme si c'est un projet complètement abandonné. On a même oublié qu'il fallait construire une sous-préfecture de ce côté-là. Donc ça se pose plutôt le problème de la préoccupation même par l'État des conditions dans lesquelles ces agents travaillent et de l'environnement dans lequel ils doivent travailler. La question essentielle est là. Si on était vraiment méticuleux, on aurait réglé ces problèmes. Et on a vu qu'il y a des situations d'urgence où on dit qu'on a demandé de bloquer 1 milliard pour résoudre tel problème, 2 milliards pour telle autre chose. Et on le fait rapidement. Une sous-préfecture, là où travaille le représentant du chef de l'État, de M. Paul Biya, on devrait avoir honte à un moment donné par rapport à tout cela. Mais la sous-préfecture, en tout cas le sous-préfet n'est pas sans abri. Il occupe un local qui était préalablement occupé par une société qui a fermé. C'est quoi une pratique qu'on voit un peu partout. Quand vous allez par exemple dans la région du Nord-Ouest et tout, il y a beaucoup de services publics qui sont en location. Est-ce que la solution provisoire d'avant n'est pas en train de devenir une solution définitive, au point où un projet comme celui-là qui n'avance pas, ça n'émeut personne? Deux choses, madame. Premièrement, je voudrais dire à mon frère qu'il y a des sujets qui transcendent les partis politiques. Il a dit exactement ce que j'ai dit. Oui. Clientélisme, corruption et tout. Je suis du RDPC, je l'ai dit. Mais je ne souhaite pas que dans un sujet pareil, qu'on y ajoute des choses inutiles. Le train princier africain. Je voudrais quand même faire un petit rappel pour faire comprendre que les exercices budgétaires 2024 passés, sur 323,9 milliards de francs CFA de dettes internes dont tu parles, l'État du Cameroun, en fin juin 2024, a payé pour 103 milliards 900 millions. Donc l'État du Cameroun paye ses prestations et services internes, il a payé. C'est une information que je donne. C'est complété dans le dernier rapport de la Caisse autonome d'amortissement qui s'occupe de ce volet de la dette interne. C'était tout. Laissez-moi parler. Quand je vous dois dire, mais que vous avez donné 8 000, vous avez pris 8 000, ça veut dire que je dois payer ma dette. Et ce qui est du Cameroun a fait. Donc, je répète, sur 329, sur 435 milliards, on a payé 103. Ce paiement continue. Et maintenant, il y a un contrat qui a été signé en juillet 2024 avec l'American City Group, en lui vendant les bons de trésor assimilables à hauteur de 323 milliards de francs pour éponger toute la dette. Pour qu'en 2026, loi des finances 2026 et les budgétaires, qu'il n'y ait plus une dette interne auprès des prestataires. Maintenant, le seul problème que moi je peux avoir, c'est la procédure de paiement qui est aujourd'hui dans le contrôle pour éviter les vols plus rigoureuses, mais plus traînantes et plus difficiles pour ceux qui ont besoin de leur argent lorsqu'ils ont livré un marché à travers les va-et-vient qu'il faut faire entre le trésor, la payée générale, tout ça. Mais le paiement se fait. Deuxième chose, je voulais dire à mon grand frère, Laurent Tchapi, que le budget n'est pas la trésorerie. Lorsque chez vous, chef de famille, au niveau micro, a fait son budget avec madame pour acheter l'huile, quand madame Mario, vous venez dire à votre mari que voilà mon budget, l'huile 1500, la tomate 350, le sel 450, même s'il n'y a pas l'argent pour acheter le savon, ça c'est votre budget à vous. C'est à vous de voir si dans ce budget vous pouvez réduire la quantité d'huile ou d'orange pour acheter le savon. Faut comprendre, enfin, c'est facile. Pour lui faire comprendre qu'il n'a pas à faire cette comparaison qui risque d'élever les esprits. Elle est inutile, elle n'est même pas opportune. Attendant, il n'a pas pour rôle de construire les sous-préfectures. Non! Le MINA ne construit pas les sous-préfectures. Le MINA a dans son budget l'argent qu'on lui remet pour mettre à l'aise ses autorités. Pour que lorsque le chauffeur de Conjoc veut quitter Conjoc pour aller, c'est pas moi où, qu'il soit à l'aise dans son département. Mais est-ce que le confort là ne passe pas par les bâtiments? Ce n'est pas lui qui construit le bâtiment de l'État. Donc non, il ne faut pas qu'on fasse cette confusion. Il ne devrait pas suggérer. Non, c'est comme quelqu'un m'a dit un jour que pourquoi le maire de la ville, il y a un gars comme ça côté de moi, ne comble pas les trous qui abonnent 10 ou alors marcher au Carrefour. C'est une route nationale. Ce n'est pas la route de la CUD. Donc, et même quand Bassadine arrive avec ses engins, quand nous on l'a interpellé, parce que qu'on le veut ou pas, c'est la ville de Douala, c'est sa ville, il le fait
Or, c'est un budget qui n'est pas le sien, ça se comprend. Ce n'est pas sa route. Donc, si Atangandji aujourd'hui même construit une sous-préfecture quelque part, on pourra lui demander que tu as pris l'argent pour construire cette sous-préfecture. Ça peut s'apparenter à un détournement de fonds. Parce que le MINA ne construit pas les sous-préfectures. Maintenant, deuxième chose que je veux lui faire comprendre, c'est que qu'est-ce que moi je veux quand j'habite Ngozi Bakoko, par exemple, j'habite Nebel. Mon sous-préfet doit loger à la sous-préfecture qui est logée en face de la prison de Nebel. Si la sous-préfecture qui est en face de la prison de Nebel n'est pas opérationnelle et que le sous-préfet est dans une salle de classe à Mara-Goloti et qui signe nos documents et qui est le sous-préfet, pourquoi on aime les détails inutiles, madame? C'est un détail inutile. Ce qui m'intéresse, c'est que l'entreprise Cypersal a reçu de l'argent de l'État du Cameroun pour construire cette sous-préfecture. Non. Il a eu le marché. Il devait avoir sa surface financière capable de le faire. Il ne l'a pas fait. Donc on interpelle la procédure d'attribution des marchés au niveau de la maturation de nos projets qu'on a donné aux gens. C'est encore nous-mêmes, eux là, qui ont dit partout qu'on ne donne pas les marchés publics à nos frères camerounais. Pourquoi? On a commencé à donner nos frères camerounais. Résultat, 83% d'après le ministère des marchés publics, des marchés attribués aux nationaux traînent. La route... Mais connaissant ces détails, pourquoi toujours attribuer des marchés aux nationaux? Il y a un document qui circule dans les réseaux sociaux où les gens sont contents de dire que le SGPR, ministre d'État, a signé un document où il instruit le ministre des Travaux publics, la route Ngaoundé Garoua, de donner la Mota NG. Mota NG, c'est les Blancs. Ils sont censés avoir l'argent. Mais sauf que Mota NG, là, maintenant, fait son bluff auprès de l'État du Cameroun, a fait croire qu'ils ont les moyens. On leur a donné le marché de Ngaoundé Garoua. Nous sommes en 2023, nous sommes en 2025. Il a fallu que le ministre des Travaux publics dise que non, c'est du bluff. Parce que Mota NG n'a pas été capable de mobiliser 223 milliards de francs CFA. Lui qui est un blanc pour venir faire cette route. Il a fallu que le ministre des Travaux publics aille signer demande au chef d'État de faire un décret qu'il a signé, qui habilite Alamine Oussamé, ministre de l'économie, de signer un crédit avec la Banque africaine de développement de 200 millions pour cette route. L'argent est déjà disponible, le marché est lancé, on va attribuer le marché encore aux Chinois. Pourquoi les Chinois? Ils ont l'argent disponible. Quand on leur donne un marché, ils peuvent attendre 3 ans pour être payés, mais à partir du moment où ils ont eu le marché, ils vont comment on va dire ça? Ils vont l'exécuter, ils peuvent attendre le paiement après. Ils peuvent avoir 25 marchés au Cameroun, ils attendent 3 ans de paiement, ça ne les dérange pas. Mais maintenant, au niveau du tissu industriel local, du pouvoir économique local, on a des jeunes Camerounais entrepreneurs qui veulent se battre, à qui on veut donner les marchés, voilà le résultat. Mais vous avez l'impression que lorsqu'on attribue les marchés aux entreprises étrangères, ils évoluent et ils arrivent rapidement à leur terme. Je vous donne un exemple d'étrangers pas seulement au niveau de l'administration, il y a beaucoup. Madame, permettez-moi de vous dire, parlez comme quartier. Je vous donne le nom d'une entreprise étrangère qui a indemne. Mota NG indemne. La route, la pénétrante Est, c'était une entreprise chinoise qui l'a eu au départ, qui a gaffé. Le retard accusé sur le temps, c'est une entreprise chinoise aussi. Donc, quand on dit les Chinois, les étrangers, c'est que, en fait, c'est une histoire de quoi? C'est que ceux qui attribuent les marchés doivent être sérieux et prendre assez de recul, assez de temps pour étudier celui à qui on attribue le marché, s'il a vraiment toute la capacité financière, toute la capacité technique, toute l'expertise de la main-d'œuvre pour pouvoir y accéder. Parce qu'il y en a aussi qui gagnent les marchés et les sous-traitent encore à d'autres personnes, les revendent. C'est autant de choses. Donc, moi, ce qui me concerne, c'est au niveau de Konjok. C'est-à-dire, le marché public attribué là-bas, c'est que Carlos Goalen vient, gagne son marché, va avec le bon de commande qui lui a été signé par le maître d'œuvre, va dans une banque, le dépose et dit j'ai besoin, c'était 667 millions par là, j'ai besoin de 400 millions pour démarrer peut-être le marché. Et dans le contrat signé avec Télécom, c'est que quand il a fait 60% des travaux évalués sur le terrain avec le cabinet qui contrôle et la qualité du travail et tout, l'État peut déjà donner un premier 80% des 667 millions. Et là, quand il reçoit les 80%, il peut déjà rembourser la banque où il a pris. Et le reste, les 20%, c'est le bénéfice. Mais est-ce que Carlos Goalen, avec ce marché, est allé dans une microfinance qui lui a pris? Ça pose donc 2 problèmes, madame. Au-delà de ce qu'on choisit à qui on donne les marchés, est-ce que le tissu financier local, au niveau des microfinances et des banques, accompagne sereinement nos entrepreneurs? Et plus tard, l'État du Cameroun est-il un bon ou un mauvais payeur? Tous ces ingrédients font en sorte qu'on a les marchés qui traînent. Carlos Ngoalem disait tout à l'heure que l'État du Cameroun n'est pas un bon payeur. Il lui a donné les chiffres. Bon, vous lui avez donné les chiffres de la Caisse autonome d'amortissement. Qui gère la dette publique au Cameroun. Bon, concernant donc toujours là, c'est vrai que vous avez parlé des fonds.
Maintenant, lorsqu'on lance un projet, on s'attend à ce que le triptyque suivi, évaluation, sanction soit respecté. Mais de manière générale, ce n'est pas toujours ça. Est-ce que lorsque, par exemple, prenons l'exemple de la mairie de ville de Douala, qui décide de construire un parc à Douala, comme le parc qu'on a ici au Carrefour Balafon, le Carrefour qui est où se trouve Balafon. Je crois que c'est baptisé au Carrefour Balafon. La mairie de ville a donc trouvé le prestataire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attribue le marché au prestataire et elle attend la fin de la construction, ou elle descend quand même sur le terrain pour voir si ça avance, pour faire des remarques. Dit par exemple que le plan n'est pas respecté, payer, donner une première partie et ainsi de suite. Est-ce que ce process-là est respecté à chaque fois? Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de revenir sur certaines choses qui ont été dites, parce que sur une question aussi simple, je pense qu'on ne devrait pas faire des incantations. Mais intervenir pour répondre ne va pas nous faire avancer. Oui, effectivement. Moi, je ne vais pas répondre. Je vais apporter quelques clarifications par rapport à ce qui a été dit. Parce que j'ai entendu ici dire que le MINAT ne construit pas les bâtiments. Ça veut aussi dire que le ministère de l'Éducation de base ne construit pas les bâtiments. Ça veut également dire que le ministère de l'Éducation nationale ne construit pas les bâtiments. Je pense que les ministères sont dotés d'un budget. Donc, d'un côté, vous avez un budget qui concerne, par exemple, les investissements, et de l'autre côté, vous avez un budget de fonctionnement. Oui. Je crois que pour le cas de l'administration territoriale, c'est 42 milliards de j'ai bien lu sur la plaque qui annonce le marché qu'il s'agit du budget d'investissement public. Budget d'investissement public. Et il faut savoir que le budget d'investissement public qui concerne un sectoriel est géré par le ministère en question. Ça veut dire que lorsque vous avez un marché, par exemple, qui concerne la construction d'une salle de classe dans un lycée, il faut savoir que c'est un carton du BIP qui vient du ministère de l'Éducation nationale. Ça peut être attribué soit à la région ou à n'importe qui. Dans tous les cas, il faut savoir que les BIP là sont gérés par les ministères sectoriels. Ça veut dire que le MINAT, dans le cadre de la rénovation ou alors du logement de ces services, peut très bien avoir un carton de BIP pour la construction des sous-préfectures. Donc, de ce point de vue, je ne voudrais pas que on essaye de manipuler les citoyens qui nous écoutent. Maintenant, en ce qui concerne, d'un autre côté, je voudrais dire que nous avons, en début de cette émission, j'ai dit que les entreprises, quand elles veulent gagner le marché, elles apportent un document administratif qui, du point de vue théorique, est recevable. Parce que Roland a dit tout à l'heure que lorsqu'on vous attribue un marché, c'est parce que vous avez apporté la preuve que vous avez une capacité financière pour le réaliser. Mais la capacité financière, ce n'est pas un carton d'argent ou un sac d'argent que vous apportez à la commission pour dire que voici l'argent que j'ai pour réaliser le projet. C'est un document que la banque vous donne. On appelle ça la caution bancaire pour montrer que vous êtes soutenu par une banque pour réaliser le projet. Mais il se trouve que ce document-là, vous pouvez l'acheter. Dans un système de corruption comme le nôtre, vous pouvez l'acheter dans une banque pour venir gagner un marché. De l'autre côté, il faudrait qu'on sache que il n'est dit nulle part dans les procédures de passation des marchés que si on vous donne une salle de classe, vous devez la construire entièrement pour être payé. Il faudrait que M. Elisan arrête de manipuler les Camerounais. En réalité, dans le système des marchés publics, il y a le paiement par décompte. Par exemple, on peut se dire que si vous terminez la fondation, on vient faire des contrôles et on fait les premiers décomptes et on vous paye. Et vous continuez le chantier jusqu'à un certain niveau. On fait les décomptes et on vous paye au fur et à mesure. Il n'est dit nulle part que lorsqu'on vous attribue un marché, vous devez construire une route, l'autoroute Douala-Yaoundé. On vous dit qu'il faut construire de Douala à Yaoundé l'autoroute pour être payé. Ça n'existe nulle part. Moi, je pense que quand on vient dans une émission comme ça, au-delà de critiquer ce qui ne marche pas bien, nous devons informer et éduquer les Camerounais qui nous suivent.
Donc, moi, je pense que, et ça, je maintiens ma position qui est celle que l'État du Cameroun ne paye pas ses prestataires, et c'est la raison pour laquelle il y a une défaillance. Lui-même, il a donné tout à l'heure une information, un chiffre, 83% des entreprises qui sont en incapacité de réaliser convenablement les travaux. La raison, c'est quoi? La raison, c'est que les premiers décomptes qui sont payés, qui sont déposés, ne sont pas payés. Et à partir du moment où on ne paye pas vos premiers décomptes, la banque qui était supposée vous mettre le financement pour poursuivre les travaux, il ne met plus. Parce que c'est un financement qui est mis en place par palier. Si la banque s'est dit avec vous, madame, qu'au niveau de la fondation, on va vous mettre tel montant, elle met le montant, vous terminez la fondation, vous allez déposer les décomptes. Logiquement, l'État doit payer ça pour que la banque mette le deuxième palier qui concerne la construction des murs. Mais quand on met le premier décompte, l'État ne paye pas. La banque ne va plus financer. Le résultat des courses, vous serez en faillite et vous n'allez pas conduire le travail jusqu'à son terme. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce que M. Elisan a dit et qui est totalement faux. S'agissant de la question que vous avez posée concernant les constructions qui sont faites par des prestataires, je pense que vous parlez d'un partenariat public-privé, oui. C'est-à-dire, par exemple, les parcs, il peut s'agir d'une situation où l'État ou bien une collectivité n'a pas les moyens ou alors n'a pas l'expertise dans un domaine précis, elle peut signer un partenariat public-privé avec quelqu'un qui a l'expertise et les moyens à charge pour ces dernières de construire et de réaliser le projet en partenariat avec la ville ou avec l'État du Cameroun. C'est comme ça que ça se fait. Et je pense même que dans certains pays, il y a des possibilités de construire même les routes ou les autoroutes et de les gérer à travers le système de péage pendant un certain nombre d'années pour pouvoir se faire rembourser. Mais je crois que le problème que nous avons au Cameroun, vous voyez par exemple le problème des péages modernes qui sont abandonnés aujourd'hui à travers le pays. Il s'agissait effectivement d'un partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et un prestataire, et les deux parties qui se sont gâtées parce qu'ils se sont rendus compte en réalité que c'était une mafia. C'est-à-dire du côté du prestataire comme du côté de l'État du Cameroun, il y avait une mafia et les deux mafieux ne se sont pas entendus. Résultat des courses, les péages sont abandonnés à eux-mêmes. Donc moi, je dis, Charles Eli a dit tout à l'heure qu'il y a des sujets qui transcendent les partis politiques et qui transcendent les idéologies des gens. Parce que si on parle d'un problème de santé publique, je ne pense pas qu'un problème de santé publique est un problème qui a quelque chose à voir avec le fait qu'on soit de droite ou de gauche. Évidemment, la politique, l'orientation politique peut changer d'un parti à un autre. Mais le fait qu'il y ait une épidémie, c'est un fait. Il y a une épidémie. Le fait qu'il faut soigner les gens, c'est un fait. Il faut les soigner. Il y a un fait ici. C'est que vous avez un bâtiment public qui doit abriter une sous-préfecture qui est abandonnée et qui remet en cause le logement, c'est-à-dire le fait que les services publics doivent être logés. Parce qu'il faut savoir que l'avant-dernier programme économique du Cameroun, qui est le DSCE, avait prévu dans ses recommandations que, avant sa mise en œuvre, que tous les services publics soient logés. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple certaines mairies au Cameroun qui sont en location. Résultat des courses, vous avez les actes de naissance des enfants et les souches qui sont transportés d'un bâtiment à un autre avec les risques de perte. Il y a des moments où vous voulez faire un dossier, par exemple d'immigration pour ceux qui voyagent à l'étranger, on demande d'aller chercher les souches des actes de naissance. On va dans certaines mairies, on ne trouve rien du tout et les actes sont abandonnés. Il y a le problème d'informatisation, mais il y a aussi le problème de stabilité. Le fait que les documents administratifs des citoyens doivent avoir une certaine stabilité et ne doivent pas fonctionner au gré du fait que le locataire vous a mis dehors ou alors qu'il vous a maintenu. Donc moi, je voudrais dénoncer ce qui se passe à Yabassi et constater avec vous qu'il ne s'agit pas d'un problème de conjoncture uniquement. Il s'agit d'un problème de gouvernance des marchés publics de manière générale. Quelles sont les procédures? À qui on donne les marchés? Est-ce que ces gens ont une capacité financière, une capacité technique? Est-ce que l'État du Cameroun paye ses prestataires? Voilà les questions qu'il faut se poser et apporter des réponses appropriées si on veut apporter des réponses ou alors corriger ces gens
de situation à l'avenir. Est-ce que l'État du Cameroun fait même le suivi? Charles Edizan, vous vouliez réagir tout à l'heure sur le... Il voulait réagir juste après. Non, par rapport à la compétence du ministère de l'administration. Par rapport à ça, effectivement, c'est moi qui l'avais évoqué avant. Je peux aussi dire quelque chose. Oui, on en sait. Et je vais commencer par rappeler ceci. Depuis que le Cameroun est entré dans le programme PPTE et dans le processus de sortie, il avait été imposé au Cameroun par le FMI de chaque année publier ce qu'on appelle le journal des projets. Et cela est fait depuis lors. À l'heure actuelle, vous allez sur Internet, vous allez trouver le journal de projet de 2025 et des années antérieures. Le journal de projet, c'est quoi? C'est celui-là qui recense tous les projets qui sont inscrits au budget d'investissement public de l'année en cours. Et quand vous regardez ces projets, ces journaux justement, vous constatez que les projets sont distribués par secteur. Et quand vous prenez par exemple le journal de projet de 2024, qui est encore en ligne, vous allez voir qu'il est prévu par exemple la constitution d'une sous-préfecture à Yingui et encore quelque part toujours dans le Nkam. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces projets qui sont inscrits par département ministériel et c'est ces projets qui constituent le budget que le ministre part défendre devant les députés à l'Assemblée nationale. Et quand vous allez prendre, vous allez constater évidemment que constitution de la sous-préfecture 2, c'est sous le ministère de l'administration territoriale et c'est le ministre de l'administration territoriale qui défend le budget de construction concernant les sous-préfectures ou bien les services de gouverneur. Merci beaucoup. Aussi simple que ça. Je voudrais tout simplement rappeler ça pour qu'on ne distrait pas le public qui nous regarde, qui nous écoute. Prenez le journal de projet, c'est tout, vous allez constater que la construction des sous-préfectures dépend tout simplement du ministère de l'administration territoriale qui défend le budget y afférent devant les députés. Maintenant, il y a une question de suivi. Et c'est ça qu'il faut voir. Il y a une question de suivi. Est-ce que ce budget qui a été défendu est validé? Est-ce qu'il a été exécuté? Sinon, qu'est-ce que la tutelle, de manière ultime, c'est-à-dire le ministère, a fait pour s'assurer qu'effectivement, le budget que j'ai défendu et qui a été validé a été mis en œuvre là où il est? Et s'il y a eu des difficultés d'exécution, 9 ans, c'est suffisant pour avoir corrigé ça, pour qu'une localité comme Konjok ait une sous-préfecture. Il ne s'agit pas d'accuser le ministre Atanganji ou quiconque. Il s'agit de dire que c'est le ministère de l'administration territoriale, tout comme les autres ministères sont chargés de défendre les projets de leur secteur. Qu'importe que ce soit Tantampion qui occupe le ministère à ce moment-là. Donc il ne faut pas qu'on se mette à faire comme si on est en train de vouloir à tout prix blanchir quelqu'un, un individu. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que chaque ministère a le devoir de s'assurer que les budgets que son patron a défendus devant l'Assemblée, que ces budgets sont exécutés. Et il incombe aujourd'hui au ministère de l'administration territoriale, au ministre de l'administration territoriale de s'assurer que Konjok a une sous-préfecture. C'est de son rôle. De même qu'il a défendu un budget, je crois, pour l'allocation des véhicules aux sous-préfets, gouverneurs et autres, et qui lui ont été donnés. Ce n'est pas chaque sous-préfet qui allait défendre que moi je vais... Non, du tout. Donc il fallait qu'on corrige d'abord ça pour rappeler qu'il y a du journal des projets qui existent et que tout le monde peut consulter et voir que les budgets les projets sont inscrits par département ministériel et répartis par région, ensuite par département, ensuite par arrondissement. C'est clair, personne ne peut se perdre là-dedans. On voit un peu. Donc il est évident que quand ce qui se passe là aujourd'hui est arrivé, et il faut le rappeler, c'est tout simplement déplorable parce que, disons-le, dans le reportage de Jean-Paul Chouinard, il disait qu'on aurait pu peut-être mettre ça sur le coup de la mauvaise gouvernance s'il s'agissait d'un puits quelque part qui devait desservir des populations ou bien je ne sais pas quoi, d'autres projets. Mais il s'agit là, insistons là-dessus, d'un édifice qui abrite les services publics, en l'occurrence la sous-préfecture, où travaille le représentant du chef de l'État. Il ne faut pas oublier ça. C'est quand même extrêmement grave que ce soit dans cet État et qu'on veut dédouaner qui que ce soit là-dessus. C'est des choses qu'il faut corriger rapidement. Il en est de même pour d'autres services, les autres édifices publics qui sont
dans un état de délabrement total. Nous sommes ici à Douala. Allez ici au commissariat du 9e, à l'école publique. Dès que vous entrez dans le hall, vous voyez très bien que les policiers qui sont là en faction sont dans une situation inconfortable. Justement, Roland Tabi, j'allais demander, le journal du Cameroun, est-ce qu'il tient également compte des projets de réhabilitation? Parce que la réhabilitation des édifices publics fait partie d'un autre problème, au-delà de la construction. Bien évidemment. C'est-à-dire que ce journal de projet, il est établi sur la base des besoins exprimés par, je vais dire, les populations à la base, ou plutôt les premiers bénéficiaires de ces services. Ça veut dire quoi? Que pour établir le budget de 2026, qui en principe est en train d'être préparé maintenant, chaque délégué d'arrondissement, s'il occupe une chambre quelque part qu'il a louée, qui n'appartient pas à l'État, il sait très bien que la première chose qu'il doit demander, c'est la construction ou bien un logement pour abriter ses services à lui. Si c'est déjà dans le service de l'État, il doit s'assurer que les chaises, les tables et autres choses là sont en bon état. Sinon, ses premières demandes vont consister à demander la réhabilitation ou bien le renouvellement de tous ces meubles. Ça part de là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui... Les budgets qui sont défendus de manière ultime au niveau de l'Assemblée nationale englobent et les infrastructures nouvelles qu'il faut construire et l'entretien de celles existantes et la réhabilitation d'autres qui sont déjà en... Tout ça, c'est là-dedans. Ce n'est pas qu'on doit aller chercher ailleurs, mais il faut toujours se poser la question. Quand on voit sur la durée, d'année en année, l'état de certains bureaux de services publics, on se pose la question, est-ce que les budgets arrivent avant que les gens les détournent ou bien ils ne sont pas préoccupés eux-mêmes de la situation dans laquelle ils travaillent pour ne pas faire les demandes acquises de droit pour que cela aille dans le budget. Mais c'est quand même déplorable quand vous entrez dans certains bureaux administratifs, dans un bureau public de cette ville à Douala, et plus dans les zones reculées, c'est encore plus grave. Parce que parfois, il n'y a même pas de table où on s'assoit. Pas de chaise. Rien du tout. Rien du tout. Parfois, pas de toilettes. Parfois, pas. Les toilettes, c'est encore pire. Parce que même ici à Douala, c'est grave. Est-ce que aller dans un commissariat, une gendarmerie, demander à aller aux toilettes, on dirait que ça ne fonctionne pas. Allez dans plusieurs... Faites un tour à Bonadjo, vous dites d'aller dans... Vous choisissez 3, 4, vous allez là demander les toilettes. D'ailleurs, la plupart, les portes sont déjà barrées comme ça, non font hors service, ainsi de suite. Tout ça. Donc, c'est quand même un problème sérieux qu'il faut regarder avec un peu plus d'attention. Les services publics, c'est quand même là où les usagers, dans l'ensemble, devraient aller trouver solution pour eux-mêmes. Mais si ces services sont déjà mal logés, ça met mal à l'aise les agents qui doivent y travailler. En conséquence, il ne faut pas être surpris parfois que quand vous arrivez, on vous rabroue comme si vous étiez des personnes en grata dans votre pays. Parce que ceux qui sont même, n'ont pas tout le confort nécessaire pour mieux justement. Vous accueillir. Ils travaillent dans des conditions déplorables. Alors qu'est-ce qu'on nous fait? Charles et Lisa, vous vouliez réagir tout à l'heure. Bon, à tout. Vous savez, on ne peut pas me dire que je veux blanchir quelqu'un alors qu'on est en train de le noircir. Pourquoi au départ on l'a noirci? Pourquoi au départ dit au Camerounais que Satangan dit qu'il doit construire cette préfecture? Quand il vient dire que ce n'est pas lui qui construit cette préfecture, on dit qu'il veut le blanchir. C'est le budget des ministères. Mais laissez-moi parler. Madame, il faut qu'on soit clair. Oui. La loi des finances est claire. Il y a un pourcentage pour l'investissement et il y a un pourcentage pour le fonctionnement. Qui gère les sous-préfectures? Non, s'il vous plaît, juste pour compléter ce que vous dites. Pour le ministère de l'administration territoriale, explique aux gens. Exercice 2025. Ce ministère des Finances. Le budget s'élève à 42 milliards 500 de l'administration territoriale. Voilà. Pour 2025, 42 milliards 510 millions de francs CFA, soit 39 milliards 310 millions de francs CFA consacrés au fonctionnement et 3 milliards 200 millions de francs CFA à l'investissement. 3 milliards pour l'investissement, on a déjà 770 millions pour cette préfecture. 667 millions pour cette préfecture. Non, pour l'instant, 42 millions. 42 millions. Laissez-moi terminer. Oui. Madame, c'est ce qu'on parlait de la même préfecture. Laissez-moi parler, madame. Oui. Ce que je vais vous dire, pour comprendre, c'est que on me fait comprendre sur le ministère de l'Intérieur qui construit là. Il faut qu'on lise le libellé du marché.
C'est le ministère des marchés publics qui attribue le marché. Non, normal. Mais le budget est défendu par qui? Ça ne peut pas. Je vais vous aider. C'est la commission départementale qui attribue. Le problème, c'est validé au niveau du marché public. Moi, je parle au niveau macro. C'est le ministère du marché public avec ses démembrements, ses arrondissements et son département. C'est faux. Mais qui soumet le marché? C'est faux. Il me laisser parler. Le maître d'œuvre, c'est qui? Il me laisser parler. C'est le préfet dans le cas d'espèce. Qui est le maître d'œuvre? Explique ça au Camerounais. Parce qu'effectivement, pour le cas de la sous-préfecture de Madame, monsieur, le maître d'œuvre, c'est le maître d'œuvre qui finance. Non, le maître d'œuvre, c'est le sectoriel qui est en charge de ça. Il ne finance pas. Je dis c'est le sectoriel qui est en charge. Mais ne paye pas. Bon, s'il ne paye pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui faire comprendre cette mais parce qu'ils sont des exemples camerounais. Madame, je prends un exemple. Je vais poser une question simple, banale. Combien coûte la construction d'un stade de foot au Cameroun? Ne nous paie pas. J'ai dit c'est... Madame, tu ne peux pas jouer à ça avec moi. Tu ne peux pas jouer à ça avec moi. Ok, vas-y. Tu ne peux pas. Vas-y. Madame, il n'y a aucun ministère qui a de l'argent avec lui pour construire quelque chose. Je veux dire que le budget n'est pas la trésorerie. Il n'y a aucun ministère qui a 43 milliards. On n'a pas donné 43 milliards à Tangandi. Que prends-tu garde? C'est une prévision. C'est ce que l'État dit, équilibre entre recettes et dépenses au cours de l'année. En Tangandi, on n'a pas donné 43 milliards. Que voilà ton budget. On n'a pas donné 33 milliards au ministère de la Santé. On n'a pas donné 14 milliards à chacun qui allait gagner à vos caisses. Non! C'est le budget global de l'État que chaque ministère défend devant la représentation populaire de l'État qui valide et promulgue. Et c'est logé au trésor public. En fonction de vos besoins, chaque ministère, vous les émettez et on essaie de dispatcher l'argent en fonction des priorités. Il faut qu'on soit clair. Lorsque, madame, monsieur, laissez-moi vous expliquer. Oui, allez-y. Cela, on fait comprendre aux Camerounais qu'Atangandi aurait de l'argent, par exemple, bon, c'est Atangandi de Minat, pour construire ce vertu et il ne l'a pas fait. Atangandi a eu l'argent pour une dépense appropriée, acheter les voitures pour ses gouverneurs, qu'il leur donne. C'était fait pour les gouverneurs. Il faut se comprendre. Et cet argent, ce n'est pas Atangandi qui sort l'argent de sa caisse. Dès que la dépense a été validée à travers un circuit interne dans son ministère, validé par qui le doit, appelons tous les ministères qu'on veut, le ministère des Finances paye à travers la trésorerie aux partenaires, ou c'est pas moi, Société Camou qui livre les véhicules au ministère en question, si vous comprenez. Lorsque le ministère qui a besoin d'un lycée, comme le ministère de l'enseignement secondaire, finit de prévoir dans son budget que je veux 4 lycées au courant de l'année, évalués peut-être à 800 millions de francs CFA, on ne doit pas cet argent. L'argent est logé au trésor. Et le jour que l'argent est disponible pour construire le premier lycée, on construit le premier lycée pour payer. Le président passe son argent au lycée, au trésor, et non au ministère de l'enseignement secondaire. Il ne faut pas qu'on fasse quoi au Camerounais que quelqu'un aurait de l'argent avec lui, il ne paye pas. Non, ça passe comme ça. De deux, j'ai suivi un truc ici sur le péage. Le nouveau projet, c'est ce qu'on appelle le but opéré transfert, BOT. C'est-à-dire, l'État signe un contrat avec un partenaire qui vient avec les financements, construit, finance et gère selon un contrat de concession que vous signez avec l'État et vous récupérez et l'argent principal vous allez déposer et l'État récupère plus tard comment on appelle ça, l'infrastructure et l'expertise. C'est ce qui a été fait par exemple avec les CNI et les passeports. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais, je suis en train d'expliquer. Dis-moi, je vais essayer d'expliquer au Camerounais, non pour faire plaisir à cette personne. Maintenant, ce que c'est quoi? C'est que le jeune Camerounais qui vient avec le projet, qui est beau, parce qu'on veut les péages automatiques, arrive et dans le contrat qu'il a signé, lui est concerné pour la construction des péages. On se rend compte que le temps qu'on lui a donné pour exploiter les péages automatiques, il va recevoir l'argent 1000 fois. Vous comprenez? C'est-à-dire, au départ, l'argent déposé par les péages qu'on a tous ces jours-ci, c'est-à-dire les péages qu'on a déposés chaque semaine, chaque mois, chaque année dans les caisses de l'État, avec le contrôle qui a été fait sur un mois dans les nouveaux péages. Vous avez vu à un moment donné, quand il y avait des gens qui étaient là pour compter, ce que ces gens ont déclaré, qui entraient par semaine, dépasse ce que les gens donnaient par mois. Cas de vol terrible dans les péages au Cameroun. Ça veut dire que les anciens péages qu'on a là, les gens volent l'argent. L'État se rend donc compte que le gars qui signe le contrat avec eux, si sur la route Douala-Yaoundé, on a 3 péages, et on va faire comprendre que ça donne peut-être, par exemple, comme ça, 80 millions le jour. Avec le nouveau péage ici, quand on compte, ça donne 350 millions par jour, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout qu'on a demandé au prestataire de revoir le contrat avec la fibre patriotique qui l'accompagne à la baisse. Procès.
Ils sont au procès. C'est qu'il est normal, c'est un contrat qu'on a signé à deux. Maintenant, il faut que là, au procès s'arrange pour que les péages soient automatiques. Et le contrat a été rompu, les péages ne sont pas... Les péages sont là, bon, c'est que c'est à construire. Bon, mais ils ne sont pas exploités, parce que le contrat a été rompu. Voilà, mais dès qu'il y a un agreement entre l'État du Cameroun et le prestataire pour que les péages soient... On est quand même des péages qui ressemblent à ce pays. Non, c'est qu'on voit là, ces jours-ci là. Il fallait qu'ils disent ça comme on est. De trois, madame, je ne comprends pas pourquoi il faille toujours que lorsqu'on a une émission, quand on voit du RDPC, on veut toujours faire comme sur le RDPC, on veut tirer sur le RDPC comme ci, comme ci. On dit tous la même chose. Mais j'ai l'impression qu'on veut toujours faire quoi que, je ne sais pas, c'est comme ce que lui dit. On dit la même chose, hein. Mais sauf que, je veux qu'on explique terre à terre comment c'est qui se passe. Il y a un système au Cameroun, il y a un ministère qu'on appelle le ministère des marchés publics. Lorsque vous avez fini de faire votre budget, j'ai dit et je répète, monsieur Laurent Tchapi, il n'y a aucun ministère au Cameroun qui a de l'argent dans son ministère pour faire les achats, pour acheter seulement les meubles. J'ai jamais dit ça. C'est ce que vous avez dit. Donc, Atangandi ne peut pas construire une sous-préfecture parce que ce n'est pas dans son ressort. Non, il ne peut pas construire, mais il a la possibilité de trouver des ressources et revoir les priorités, non? Non, écoutez, mais sinon, à quoi bon envoyer... Atangandi va trouver une priorité quand on a attribué un marché à quelqu'un. Vous avez dévié le sujet. Il y a une entreprise qui a gagné ce marché. C'est écrit, madame. Quand le génération nous le met sur l'écran. Bon, le cas d'un Nkonjok n'est pas le seul. Il y a d'autres préfectures et sous-préfectures qui n'ont pas de siège. Ça veut dire que ça a été publié. Oui. La décision est sortie. Le maître d'ouvrage, c'est qui? Le préfet d'une CAM. Budget des investissements publics, exercice 2017. Du MINAT. Oh, là-bas. Bon, le préfet est sous la tutelle. Le préfet est sous la tutelle du MINAT. Le budget d'investissement public n'appartient pas à un ministère. Ça appartient à un ministère. C'est sectoriel, monsieur. C'est sectoriel. Le problème au Cameroun, c'est ça le Cameroun. C'est que nous qui verrons à la télé, on est là pour instruire les Camerounais, mais on vient gérer le petit compte personnel avec certaines personnes. Le budget d'investissement public est centralisé. Le préfet du camp appartient à quel ministère? C'est pas possible. Non, dis-nous! Aucun ministère! C'est pas possible! Écoutez-moi très bien. Le préfet du camp représente tout le gouvernement dans son département. Non, sur le plan administratif. Il représente surtout le... Laisse-moi parler. Permettez. Vous aurez l'occasion de réagir. En matière de marché public, il représente le MINAT. Comment vous donnez cours? En matière de procédure de marché public, il représente le MINAT. Grand conseiller, s'il vous plaît, permettez à Charles-Élie d'aller au bout. Vous aurez l'occasion de réagir. D'investissement public, il dit MINAT. Parce que c'est le préfet du camp. Bon, si on construit maintenant une école ou un dispensaire, c'est qui ministre santé? Non, il faut qu'on soit clair. C'est un dispensaire sur le ministère. L'administration tutélaire. L'administration tutélaire est d'origine du préfet, c'est le ministère de l'administration territoriale. Mais le préfet, dans son département, représente le gouvernement en entier, ne représente pas le ministère. Il parle au nom de tous les ministres dans son ministère. Mais il rend compte à qui? Est-ce que le préfet rend compte à qui en tant que maître? Bon, le préfet en tant que maître d'ouvrage rend compte à qui? Le préfet en tant que... Celui qui signe le marché. Il y a du vent de construction attribué. Celui qui signe le marché. Madame, il faut qu'on embrouille les Camerounais. Oui, vous allez chuter s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez un projet au Cameroun, je vous ai dit, cette affaire de Nkonjok, et même lorsqu'il parlait des entreprises, des bâtiments mal entretenus, il y a un ministère au Cameroun qui s'occupe de tout ce qui est édifice public. C'est le ministère du domaine, du cadastre et des affaires foncières. Tous les véhicules CA, les monuments historiques, les bureaux publics administratifs, tout ce qui concerne l'État du Cameroun est sous la coupelle de ce ministère. Maintenant, le ministère, dans ses prérogatives, ne gère pas l'entretien de ces édifices au courant de l'année. C'est pourquoi si vous lisez exactement le budget de fonctionnement de chaque ministère qui va y défendre, vous allez voir qu'il y a un pan qui concerne le nettoyage, l'entretien de ces bâtiments publics au courant. Quand on parle de la police du 9e, par exemple, qui serait sale, il serait sale, pourquoi ne demande-t-il pas à ce ministère-là, le ministère de venir gérer le commissariat? Non. Pourquoi? Parce que la formule a été trouvée. Tout occupant d'un édifice public ou d'un bâtiment public s'occupe de son entretien. Maintenant, il peut avoir des tensions de trésorerie. Il peut avoir des durcissements financiers
qui font que l'administration publique sous-traite donc maintenant avec la collectivité territoriale décentralisée qui est à côté d'elle. Je prends l'exemple de la deuxième. À la deuxième, vous allez voir que toutes les écoles publiques, tous les commissariats aujourd'hui sont plus ou moins avec. Parce que Maître pour Maître 2 nous a imposé, plus ou moins, de comprendre que la mairie doit aussi, elle, qui a les moyens de manière plus rapide, mais bon, c'est devenu un peu plus dur aujourd'hui avec ce nouveau système de trésor et tout, d'avoir le fric pour pouvoir nettoyer les commissariats et les édifices publics. Oui, ça se fait, madame. Aujourd'hui, il est quand même, moi je ne comprends pas comment est-ce que le conseil du 9e peut par exemple être sale. C'est dans quel arrondissement? Doit imprimer. Pourquoi le maire doit imprimer n'énergie pas, par exemple? Est-ce que le commissaire du 9e a le voir? J'ai le président, madame. Est-ce que les mairies ont la compétence pour le faire? Dans la deuxième, à arranger la barrière du commissariat deuxième avec la barre du DGSN. Au niveau du commissaire, on veut le faire, mais il faut une autorisation du CED parce que une brigade gendarmerie, il y a plus ou moins l'armée, c'est pas la même chose. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohabitation, une certaine collaboration entre les différentes structures. Et in fine, quel est le comportement de l'usager, madame? Les bureaux où il y a les toilettes ouvertes au public, non, on se comporte comment? Nous qui entrons là-bas, on fait nos besoins. On se comporte comment? Mais vous disiez tout à l'heure qu'il y a le volet entretien. Laissons entretien. Donc, parce que l'entretien, c'est pour ça qu'à Douala, vous avez les gens qui mangent les arachides, mangent les chingons, mangent les choses par terre parce qu'ils attendent. On ne peut pas construire un pays. C'est vrai. C'est qu'il faudrait aussi que nous, les usagers, qu'on ait un comportement de propriété. Oui. Quand on va dans un. Bon, j'étais à Balafon, tout à l'heure avant de venir à cette émission. Si une chasse à l'eau, ça devient quoi, madame, à la fin? Je peux aussi aller à Balafon, je fais mes choses là-bas, je ne chasse pas chez moi, je suis sale. Il faut aussi que. Si Balafon, il faut que le comportement des usagers qui est aussi. Madame Mayo, je pense que avant de sortir de cette émission, il faudrait que on rectifie certaines choses qui ont été dites. Parce qu'on risque de sortir d'ici en ayant mis des contre-vérités dans l'esprit de nos concitoyens. Je voudrais dire ici que l'autorité des marchés publics au Cameroun est assurée par le MINMAP, le ministère des marchés publics. Cela ne veut pas dire que le ministère des marchés publics gère les budgets des entités opérationnelles. Ça veut tout simplement dire que c'est une entité qui s'occupe de la régularité des procédures des marchés publics au Cameroun. Je vais vous prendre un exemple. Toutes les collectivités publiques au Cameroun, tous les départements ministériels et toutes les entreprises publiques et parapubliques sont dotés des commissions de passation des marchés mises en place par le ministère des marchés publics. Mais ces commissions travaillent avec les ordonnateurs concernés. Exemple, au niveau de la communauté urbaine de Douala, par exemple, il y a 2 commissions de passation des marchés qui ont été mises en place par le ministère des marchés publics. Mais le gestionnaire du budget de la communauté urbaine de Douala, ce n'est pas le ministre des marchés publics, c'est le maire de la ville. C'est le maire de la ville. De même, lorsque le ministère de l'administration territoriale, pour parler du cas de cette sous-préfecture du CAM, gère son budget, c'est le préfet qui gère le volet concernant l'attribution des marchés concernant la construction des édifices du ministère de l'administration territoriale. De même, dans les secteurs, par exemple, qui bénéficient de ce qu'on appelle le transfert de compétences de première génération, vous allez voir que le budget de construction des infrastructures du ministère de l'Éducation de base est géré par les communes. Ça veut dire que si le ministre de l'Éducation de base veut construire une salle de classe quelque part au Cameroun, elle envoie le carton du BIP à la mairie concernée et c'est le maire qui est le maître d'ouvrage. Je voulais dire ça pour que, au sortir de cette émission, il ne faudrait pas que
le fan club de M. Atanga, j'y viens ici pour tromper les Camerounais. Il faut se dire que la construction des sous-préfectures relève ou alors des infrastructures du ministère de l'administration territoriale fait partie du budget de ce ministère. Maintenant, je voudrais terminer concernant le patrimoine de l'État, c'est-à-dire l'entretien même des édifices existants. Vous avez posé ce problème et c'est un problème qui se pose avec acuité au Cameroun. Il y a un ministère au Cameroun qui s'occupe de ça, c'est le MINCAF. Dans ce ministère-là, je crois que dans ce ministère, il y a une direction qui s'occupe du patrimoine de l'État. Mais vous savez à quoi sont orientées les activités de ce ministère? C'est les affaires foncières. On a compris que c'est la compétence. Je veux dire que le patrimoine de l'État est mal géré. C'est ce que je voulais dire. Carlos Ngolem, s'il vous plaît, merci Charles Nizan. On n'a plus le temps. Nous allons sortir en faisant un retour sur la sortie du LACAM de Sa Majesté Marcelin Apichoua, le monarque de 32 ans, est le 11e roi de la dynastie Bazou, arrêté en février dernier pendant les obsèques officielles de son père. De nombreux membres du gouvernement, chefs traditionnels et autres hommes politiques sont allés célébrer avec le peuple cet événement majeur. Plus de précisions dans cet élément que je vous invite à suivre, tout en vous souhaitant une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de Balafon Télévision. Le roi est mort, vive le roi. Le peuple Bazou est venu de tous les horizons pour acclamer la sortie du LACAM de son tout nouveau souverain. Sa Majesté Marcelin Apichoua, dans son discours aux allures de profession de foi, a pris des engagements forts pour faire de son règne celui de l'horizontalité entre le pouvoir du peuple et le sien. Mon règne s'exercera avec les Bazous et pour les Bazous. Le peuple Bazou a aujourd'hui plus que jamais besoin de leur village. Ils ont besoin d'un Bazou fort et sûr de son destin. Nous avons tous besoin d'un Bazou réconcilié qui porte haut la voix de la solidarité. Nous avons besoin d'un Bazou qui porte haut sa culture, symbole de son identité. Sa Majesté Marcelin Apichoua a à cœur la réactivation des outils qui font de la culture et le patrimoine Bazou, notamment la vivification de toutes les confréries, l'écriture et la codification des us et coutumes afin de faciliter sa transmission et sa pérennité. Enfin, la réactivation du Code des bases, le comité de développement de Bazou. Danses et exhibitions ont marqué cette sortie du 11e roi de la dynastie Bazou après 9 semaines passées à la case d'initiation, le LACAM. Un soulagement pour les populations pour qui cette sortie met fin à toute lamentation. Nous attendons que les élites Bazou puissent créer de l'emploi, des activités, des choses qui peuvent retenir des jeunes à Bazou, afin que l'exode rural puisse se transformer en exode urbain, comme a dit le nouveau monarque. C'est un intellectuel doublé d'homme traditionnel. Il nous a fait savoir que nous pouvons garder l'espoir en l'avenir. Il nous a convaincus dans son discours. La preuve, il a ramassé toutes les réalités. Et comme on connaît le bon maçon au pied du mur, on l'attend à l'œuvre. Le maçon sera donc jugé au pied du mur.